Chers étudiants et étudiantes, bienvenue à la deuxième séance qui concerne toujours le chapitre de l'échantillonnage. Cette séance sera dédiée à la détermination des tailles d'échantillons suivant l'inégalité Benjamine-Chebyshev. Bien sûr, dans le cas où on ignore la loi de comportement de la variable étudiée dans la population, il y en a 4 tailles. Donc 2 dans le cas d'une fréquence, c'est-à-dire lorsqu'on cherche à estimer une fréquence au sein ou une proportion au sein de la population, et 2 dans le cas d'une moyenne, c'est-à-dire lorsqu'on cherche à estimer plutôt une moyenne de la variable étudiée au sein de la population. La séance 3, qui va venir par la suite, il sera dédiée aux tailles d'échantillons suivant la loi normale, c'est-à-dire lorsque la variable étudiée est jugée suivre une loi normale, à côté bien sûr d'autres conditions qui doivent être réunies. Donc maintenant étudions ces tailles suivant la méthode de l'inégalité Benjamine-Chebyshev. Alors c'est quoi d'abord cette inégalité? Donc cette inégalité, c'est une règle statistique bien démontrée mathématiquement, bien connue, mise en évidence par ces deux auteurs, Benjamine et Chebyshev. Donc dans le cours PDF, vous allez trouver plus d'informations sur les deux auteurs, plus de variantes, exactement 4, par rapport à cette inégalité. Donc là, sur le diapo, je vous donne celle qui est la plus utilisée, donc la variante 3, et qui dit que la probabilité donc, que x moins son espérance x, en valeur absolue, inférieure ou égale à a, est au moins égal, ou bien supérieur ou égal à 1 moins variance de x sur a au carré. Alors, donc je vais vous expliquer l'inégalité selon cette formule, mais avant, je voudrais vous rappeler ce que c'est qu'une variable aléatoire. Alors, une variable aléatoire, si vous vous rappelez, par exemple, dans le cours de probabilité, donc on a dit l'exemple du lancer du dé. Donc, vous connaissez le dé, il comporte 6 faces de 1 à 6. Donc, le résultat obtenu, c'est une variable aléatoire. Donc, le résultat obtenu que nous pouvons obtenir, ça peut être 1, ça peut être 2, ça peut être 3, jusqu'à 6. Pour chaque valeur, pour chaque face, il y a une probabilité donnée. Si le dé est équilibré, on lance au hasard, la probabilité c'est 1 sur 6 pour chaque face. Donc 1 sur 6 jusqu'à la fin, ça donne finalement la somme de probabilité, c'est 1. Donc c'est ça, une variable aléatoire. C'est un paramètre qui change, qui prend plusieurs valeurs. Pour chaque valeur, il y a une probabilité donnée. Et si la somme des probabilités est égale à 1, là, ça permet de définir une variable aléatoire. Bien sûr, par la suite, on calcule sa moyenne et sa variance. Donc, qu'est-ce que dit l'inégalité? Il dit que si vous avez une variable aléatoire, x quelconque, et si vous connaissez sa moyenne et sa variance, vous pouvez lui appliquer cette règle statistique qui dit que la probabilité que x ne s'écarte pas trop de sa moyenne que dans les limites d'un terme réel, d'un chiffre, d'un terme réel a, dans les deux sens, elle est au moins égale à 1 moins sa variance sur a au carré. C'est-à-dire aussi que la probabilité que x soit dans l'intervalle m-a, m plus a, est au moins égale à 1 moins variance de x sur a au carré. Donc, la probabilité qu'une variable aléatoire ne s'écarte pas trop de sa moyenne, cela dépend de sa variance d'abord, et aussi du paramètre a. Donc, plus sa variance est faible, plus les valeurs de x sont
se trouve à côté de la moyenne et il n'y a pas un grand écart entre la variable et sa moyenne. Et ça dépend aussi de A, du terme A. Si A est faible, c'est-à-dire si vous cherchez une proximité très importante de x par rapport à sa moyenne, là, il y a, disons, moins de chances. La probabilité baisse. Mais pour un terme A élevé, ben, la probabilité augmente. Alors, donc nous allons voir par la suite, nous allons mieux comprendre par la suite cette inégalité lorsqu'on va l'appliquer à la détermination des détails. Alors, maintenant, appliquons-la pour déterminer les différentes tailles. Donc, premièrement, le cas d'une fréquence. Alors, d'abord, c'est quoi notre problème et comment l'écrire mathématiquement? Notre problème, c'est que on ne peut pas calculer la fréquence souhaitée ou la proportion au sein de la population. On ne peut pas faire l'étude auprès de la population. Donc, on prend un échantillon. Auprès de cet échantillon, on va calculer une fréquence de la variable étudiée. Le problème, c'est quoi? C'est que, est-ce que notre échantillon, est-ce qu'il est suffisant? D'abord, le problème qu'on a, c'est que, est-ce qu'il y a un grand écart entre la fréquence que nous avons calculée auprès de l'échantillon et celle de la population, la vraie, qui est P. Bien sûr, cet écart ne doit pas être élevé. Donc voilà notre problème. C'est que nous devons prendre une taille largement suffisante pour que l'écart entre la fréquence que nous allons calculer dans l'échantillon et celle de la population ne soit pas trop grand. Il faut qu'il soit dans les limites de t qu'on accepte. Donc, on fixe nous-mêmes une valeur pour t, l'écart, c'est la marge d'erreur acceptée, donc on la fixe nous-mêmes et on dit on va prendre un échantillon de telle façon à ne pas dépasser cette limite. Et tout cela aussi, nous devons avoir une confiance en cela qu'il arrive, avec une probabilité donnée, avec un niveau de confiance donné, 1 moins alpha. Et bien sûr, là aussi, la confiance en cela, il doit être au mieux la plus élevée possible. Donc là aussi, on fixe cette probabilité, ce niveau de confiance. On dit par exemple, il faut au moins que cela arrive avec une probabilité de 90%, ou bien 95%, etc. Ben, certains statisticiens, ils jugent que 90%, ce n'est pas un niveau de confiance très élevé. Et au moins, voilà, c'est beaucoup mieux de prendre 95% pour que les résultats soient plus fiables. Voilà, donc notre problème posé mathématiquement, c'est quoi? Comme vous le voyez, c'est probabilité que Fn, la fréquence calculée dans l'échantillon, moins P, la fréquence calculée dans la population, en valeur absolue inférieure ou égale à T, est au moins égale au niveau de confiance 1 moins alpha. Voilà, ça c'est le problème posé mathématiquement. Maintenant, lorsqu'on voit cette inégalité, on se rappelle que ça, c'est aussi, ça ressemble beaucoup à l'inégalité Beniamici-Bechev. Donc, si on applique l'inégalité Beniamici-Bechev à Fn, à la variable Fn, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver que probabilité que Fn moins P, en valeur absolue inférieure ou égale à T, est supérieure ou égale à 1 moins variance Fn sur T au carré.
Donc, vous voyez, les deux inégalités, ils se ressemblent beaucoup, à part le terme alpha. C'est-à-dire, cela va impliquer que alpha, c'est variance Fn sur T au carré. Ce qui va nous aider. Donc, nous avons un point de départ pour aller de l'avant jusqu'à trouver la taille de notre échantillon. Mais avant la taille de l'échantillon, une question très importante, est-ce que Fn, d'abord, est-ce que Fn est une variable aléatoire? Pour qu'on lui applique l'inégalité Binet-Chebyshev, il faut qu'il soit une variable aléatoire avec une moyenne connue et une variance aussi connue. Alors, d'abord pour Fn. Fn, oui, c'est une variable aléatoire. Pourquoi? Parce qu'il prend plusieurs valeurs. Donc, si vous prenez un échantillon, c'est pas par exemple de 50 individus, vous allez trouver un pourcentage donné. Si moi je prends mes 50 individus, donc la taille reste la même, je vais trouver une autre fréquence, et ainsi de suite. Donc la fréquence, ça change d'un échantillon de même taille, ça change d'un échantillon à l'autre. C'est une variable aléatoire. Par la suite, dans le diapo suivant, vous allez voir que donc nous allons passer au diapo suivant et je vous termine l'explication. Alors, donc, oui, justement, Fn, c'est une variable aléatoire. C'est une variable même qui suit une loi bien connue, c'est la loi binomiale. Donc ça, je ne veux pas vous faire la démonstration ici. Vous avez la démonstration dans le cours bien détaillé que Fn, c'est une variable aléatoire et qui suit la loi binomiale. Maintenant, l'important pour nous, c'est que son espérance est bel et bien égale à P. Et sa variance est connue aussi, est égale à P sur N. Donc, sachant notre problème de départ, et sachant qu'on peut lui appliquer l'inégalité Binet-Chebyshev, le résultat qu'on a, c'est quoi? C'est que alpha, c'est égal à variance de Fn sur T au carré. Donc, alpha, c'est égal à P sur N fois T au carré. Et là, vous voyez, donc, le petit n, il apparaît. Le petit n, c'est donc là, c'est égal à P sur alpha T au carré, par déduction. Et petit n, c'est la taille des échantillons. Donc, on va reprendre le problème dès le départ. Cette taille-là que vous voyez, n égale à P sur alpha T au carré, c'est la taille suffisante pour que la probabilité que la fréquence que nous allons calculer dans notre échantillon ne s'écarte pas trop de la vraie fréquence qui est celle de la population que dans les limites d'un terme t. Et cette probabilité est au moins égale à 1 moins alpha. Voilà, donc c'est la taille suffisante pour avoir que cet écart ne soit pas trop élevé avec le niveau de confiance souhaité. Alors, pour la variable Fn, il y a deux cas. Donc, il suit une loi binomiale dans le cas d'un tirage avec remise.
Mais dans le cas où notre tirage est vraiment fait sans remise, c'est-à-dire on suit une méthode rigoureuse qui permet de ne pas répéter les éléments de l'échantillon. Donc là, il suivra une loi hypergéométrique de paramètres. Donc grand N, c'est la population, petit n, l'échantillon, la taille de l'échantillon, et P. Et dans ce cas, sa variance, il va changer un petit peu. Comme vous voyez, il est multiplié par le facteur d'exhaustivité qui est grand N moins N sur grand N moins 1. Ce qui va donner que alpha est égal cette fois-ci à, donc comme vous voyez, péculant sur N fois le facteur d'exhaustivité fois 1 sur T au carré. Ben, si vous développez, vous pouvez le faire vous-même, faites le calcul, d'accord? Vous mettez alpha fois petit n fois n moins 1 fois t au carré égale à péculant fois n moins n fois 1. Si vous développez, vous allez trouver à la fin que la taille, c'est petit n péculant fois grand N sur alpha n moins 1 t carré plus péculant. Voilà. Alors maintenant, nous allons prendre un exemple pour bien comprendre ce que nous avons dit tout à l'heure. Donc, l'exemple, qu'est-ce qu'il dit? Donc, dans une production de 10 000 lampes, la proportion de lampes défectueuses déclarée par le producteur est de 10%, P égale à 0,1. Donc, c'est-à-dire que, en général, d'après les anciennes statistiques que nous avons, on sait que, en général, 10% des lampes ne sont pas en bon état, ils sont défectueuses. Maintenant, on veut prendre un échantillon auprès de cette population. On va prendre un échantillon pour l'étudier. Alors, la question c'est quoi? Quelle est la taille d'échantillon suffisante pour que la fréquence que nous allons observer donc, au sein de cet échantillon de lampes défectueuses ne s'écarte pas de P, la proportion de la population, de plus de 0,05, c'est-à-dire ça reste dans les limites d'un écart de 0,05 dans les deux sens, et cela avec une probabilité, donc c'est le niveau de confiance souhaité, avec une probabilité au moins égale à 0,9. Alors, donc, le problème, comment il s'écrit mathématiquement, si on l'exprime mathématiquement, c'est donc, comme vous voyez, c'est probabilité que la fréquence calculée dans l'échantillon, Fn, moins celle de la population, en valeur absolue est inférieur égal à 0,05 et en moins égal au niveau de confiance souhaité qui est 0,9. Donc alpha, c'est 0,1. Donc 1 moins alpha, c'est 0,9. On sait que 0,9, c'est le niveau de confiance souhaité. Et le niveau de confiance, c'est 1 moins alpha. Donc, de cela, on déduit que alpha, c'est 0,1. Et alpha, on l'appelle niveau de risque. Donc, le niveau de confiance, c'est 90%. Et le niveau, dans ce cas, le niveau de risque, c'est 10%. Donc, il y a 10% de risque, il y a 90% de chance ou de confiance. Et pour T, bien sûr, c'est 0,05. Donc, quand vous voyez ça, c'est notre problème. Donc,
il n'y a pas d'indication sur la variable étudiée par rapport à ce qu'il suit une loi normale ou non. Donc, il n'y a pas d'indication, donc on applique l'inégalité Binami Chebeche. Et si on applique justement cette inégalité, donc on va trouver donc, les résultats théoriques déjà démontrés. Donc, dans le cas d'un tirage avec remise, donc là, on va directement à la taille. Nous avons déjà donc, fait la démonstration théoriquement. Donc, la taille, c'est petit n, p culon sur alpha t au carré. Donc, p, c'est 0,1. Cela est parmi les données de l'exercice. Culon, c'est l'autre probabilité, donc c'est l'inverse de P. Culon, c'est 1 moins P. Donc, c'est la proportion des lampes qui sont en bon état. C'est 90%, donc c'est 0,9. Alpha, donc c'est 0,1. Donc sur alpha, 0,1 fois l'écart au carré, donc 0,05 au carré. Donc le calcul, il donne combien? 360 lampes exactement. Sachant que, donc, pourquoi nous avons donné cette taille? Pourquoi? Parce que Fn est une variable aléatoire, binomiale, donc de paramètres P et P culon sur N. Donc il n'y a pas d'indication aussi sur le mode de tirage, est-ce que c'est avec remise ou sans remise? Donc on le prend avec remise, parce que ça c'est le cas général. Dans le cas d'un tirage sans remise, donc là, notre variable Fn suivra une loi hypergéométrique, et donc sa variance change un petit peu, et aussi cela implique que la taille de l'échantillon, ça varie aussi un petit peu. Donc comme vous voyez, en appliquant la taille dans le cas de tirage sans remise, donc vous trouvez que c'est égal à P culon fois grand N sur alpha fois n-1 t carré plus p culon. Donc, on connaît la taille de la population, c'est 10 000. Donc, on calcule et on trouve que c'est 347,52. Donc, est-ce qu'on va prendre 347 ou 348 lampes? On va prendre plutôt 348 lampes. Ça veut dire quoi? Dans les deux cas, 360 et 348. Donc 360, c'est l'échantillon suffisant pour que la fréquence que nous allons calculer sur cet échantillon ne s'écarte pas de la vraie fréquence de la population que dans les limites de 0,05, et cela avec un niveau de confiance, avec une probabilité au moins égale à 90%. Donc, quelle est la différence entre le tirage avec remise et sans remise en termes de taille? Donc, si vous voyez, lorsqu'on a passé à la taille avec un tirage sans remise, donc la taille n'a pas changé beaucoup, mais bien sûr, elle est plus faible, c'est-à-dire 348 maintenant, c'est suffisant. Ce n'est pas la peine d'aller jusqu'à 360. On peut prendre seulement 348. Donc ce n'est pas beaucoup, ce n'est pas une grande différence par rapport à 360, mais il y a une certaine différence. Pourquoi nous avons eu cette différence? Pourquoi nous avons eu cette récompense?
de prendre seulement 348 au lieu de 360 parce que nous avons déjà fait un effort dans le mode de tirage. L'effort, elle est récompensé par une taille plus réduite. Donc c'est ça, en termes de résultats, c'est ça la différence entre tirage avec remise et tirage sans remise. Lorsqu'on fait bien attention dans le tirage des individus, des lampes, on suit une méthode pour qu'ils ne puissent pas être, pour qu'on ne puisse pas répéter les mêmes lampes étudiées pour voir est-ce qu'ils sont défectueux ou non. Si on fait cet effort, on va tomber sur un effort, sur un niveau d'échantillon moins élevé par rapport au tirage avec remise, c'est-à-dire lorsqu'on remet la lampe choisie, on prend une autre. Donc généralement, on va prendre une autre différente de la première. Mais il se peut qu'on fait quelques erreurs. Ça c'est ça c'est tirage avec remise. Alors, dernière chose, donc la remarque, c'est que si on n'a pas d'indication sur P, la proportion de la population, on prend par précaution P égale à 0,7. Ça, c'est très important aussi. C'est-à-dire, pour P, on peut se poser la question, P c'est quoi? C'est la fréquence dans la population. Dans cet exercice, c'est égal à 10%. Mais on peut se poser une question importante. Pourquoi on fait l'échantillon sachant que on sait déjà la fréquence qu'on cherche, c'est 10%. Non, cette fréquence de 10%, c'est d'après les statistiques anciennes. C'est en général. D'accord? Donc maintenant, c'est une étude nouvelle qu'on cherche à réaliser. Et comme indication, pour avoir la taille suffisante, il faut avoir une certaine indication sur P. Comment il est P en général, c'est-à-dire d'après les statistiques anciennes. Mais maintenant, on ne connaît pas P dans la production actuelle. Lorsqu'on veut faire l'échantillonnage, à l'instant où on veut faire l'échantillonnage, bien sûr, personne n'est venu et nous a dit que P c'est égal à quelque chose. Non, à l'instant où nous voulons faire l'échantillonnage, P est inconnu. C'est pour cela qu'on fait l'échantillonnage. Mais d'après les statistiques anciennes, en général, c'est 10%. C'est une indication. Donc, on utilise cette indication pour calculer la taille suffisante. Voilà. Si on a cette indication, c'est bien, on l'applique. Si on n'a pas d'indication, on va prendre P égale à 0,5. Pourquoi P égale à 0,5? Comme c'est expliqué dans le cours. Parce que, par précaution, ça va nous donner P foculon la plus élevée possible, c'est-à-dire 0,5 fois 0,5, c'est 0,25. C'est la plus grande valeur possible pour le terme en haut de l'équation. Donc par précaution, si on parle d'échantillon suffisant, on prend l'échantillon le plus grand possible. Voilà. Donc pourquoi on prend P égale à 0,5? Pour avoir par précaution l'échantillon le plus élevé possible. Voilà. Donc on termine les tailles suivant selon le cas des fréquences et on passe aux tailles lorsqu'on veut estimer une moyenne. Alors, chers étudiants et étudiantes, donc pour le cas d'une moyenne,
Donc le problème se pose de la façon suivante. Donc on veut déterminer la taille d'échantillon nécessaire, suffisante, pour que la moyenne que nous allons observer sur notre échantillon, c'est x bar, se trouve dans l'intervalle m plus ou moins t, avec une probabilité au moins égale à 1 moins alpha. Petit m, c'est la moyenne de la variable étudiée dans la population, c'est-à-dire c'est la vraie moyenne. Donc notre problème mathématiquement s'écrit comment? Il faut prendre un échantillon, ou bien on veut prendre un échantillon tel que la probabilité que la moyenne que nous allons calculer sur cet échantillon ne s'écarte pas trop de la vraie moyenne m que dans les limites de t dans les deux sens, et cela avec une probabilité, donc avec une probabilité ou un niveau de confiance au moins égal à 1 moins alpha. Alors, ça c'est l'écriture mathématique de notre problème. Or, on sait que cette écriture, elle est semblable, elle ressemble beaucoup à l'inégalité Bien-Aimé-Chebyshev. D'après cette inégalité, on sait que la probabilité que x bar moins sa moyenne, qui est petit m, est inférieure ou égale à t en valeur absolue, est supérieure ou égale à 1 moins variance de x bar sur t au carré. Donc si on voit les deux équations, on déduit que alpha, c'est variance de x bar sur t au carré. Mais, comme nous l'avons fait pour la fréquence de l'échantillon, est-ce qu'on peut appliquer l'inégalité Bien-Aimé-Chebyshev à x bar, la moyenne de l'échantillon, pour déduire par la suite, pour pouvoir déduire par la suite ce alpha égale variance de x bar sur t au carré. Et la réponse, c'est que nous devons savoir si x bar est une variable aléatoire, est-ce que sa moyenne c'est m, et est-ce que sa variance est connue aussi? La réponse, c'est que x bar, c'est une variable aléatoire, bien sûr. Donc c'est une moyenne qui change, bien sûr, d'un échantillon à l'autre. Son espérance, dans le cours, vous allez trouver que son espérance, elle est démontrée que c'est égal à petit m. Donc on tombe sur la vraie valeur dans la population qui est petit m. Pourquoi? Donc dans le cours, vous allez trouver que donc x bar, c'est égal à quoi? C'est égal à x1 plus x2 jusqu'à xn sur n. Donc si vous faites l'espérance, vous allez trouver que c'est égal à espérance de x1 plus espérance de x2 jusqu'à espérance de xn sur n. Espérance de x1, c'est quoi? Pour une certaine valeur de x, la moyenne espérée, c'est quoi? La moyenne espérée, c'est la moyenne de la population. C'est m. Donc, on tombe sur quoi? Sur que, donc, espérance de x bar, c'est quoi? C'est n fois m sur petit n, et le résultat, c'est m. Donc, l'espérance de x bar, c'est bel et bien petit m. Et on a démontré aussi dans le cours que la variance de x bar, c'est sigma carré. C'est la variance de x, sigma carré, sur petit n. Donc, x bar, c'est une variable aléatoire qu'on peut lui appliquer l'inégalité Bien-Aimé-Chebyshev. Et pour répondre à notre problème, donc, cela implique que nous devons prendre que alpha, c'est égal à variance de x bar sur t au carré. Dans le cas d'un tirage avec remise, la variance de x bar, c'est sigma carré sur n. Et dans ce cas,
nous pouvons déduire que la taille d'échantillon à prendre, c'est petit n égale à sigma carré sur alpha t au carré. Dans le cas d'un tirage sans remise, qu'est-ce qui change? Ce qui change toujours, c'est la variance de la variable étudiée. Maintenant, c'est x bar. Donc, la variance de x bar maintenant, elle est multipliée par le facteur d'exhaustivité. C'est ça la différence avec la variance pour un mode de tirage avec remise. Et la taille d'échantillon à prendre maintenant, c'est petit n égale à sigma carré fois grand N, la taille de la population, sur sigma carré plus alpha t carré fois n-1. Voilà. Ce qui reste, donc là, je viens au niveau de la remarque. Bien sûr, pour calculer ces deux tailles, alpha est connu, c'est nous qui la détermine. C'est nous qui déterminons le niveau de confiance souhaité. Donc, c'est nous qui déterminons aussi le niveau de risque alpha. T, c'est la marge d'erreur, la limite à ne pas dépasser comme écart. C'est nous aussi qui la déterminons, donc il est connu. Ce qui reste, c'est connaître sigma carré. Bien sûr, dans le cas de tirage sans remise, nous devons aussi avoir une indication sur la taille de la population, grand N. Bon, le problème, c'est au niveau de sigma carré, ou de sigma, tout court. Quelle est sa valeur? Sigma ou sigma carré, c'est la variance au sein de la population. Donc, là aussi, on peut se poser la question, pourquoi on fait l'échantillonnage, sachant qu'on connaît la variance de la variable étudiée. Sachant aussi que si on connaît la variance, on a déjà connu sa moyenne. Là aussi, ce n'est pas la variance d'aujourd'hui, à l'instant de l'échantillonnage. C'est la variance en général, ou bien laisser l'écart type en général, qu'on a su d'après les statistiques anciennes. Donc, si on vous donne la valeur de sigma, ou de sigma carré, d'après les statistiques anciennes, c'est bon. Vous appliquez, vous prenez cette valeur, vous appliquez. Sinon, quelle est la solution? Si on n'a pas d'indication sur la variance sur l'écart type dans la population, on a deux solutions. Soit on prend un échantillon de test d'au moins 30 individus. Donc, l'échantillon suffisant, par exemple, ça va être, ça va être 100, ça va être 200 au plus. Donc, on peut faire un échantillon test, c'est-à-dire prendre seulement 30 individus et calculer l'écart type dans cet échantillon. Ça va être facile, généralement, et puis l'utiliser pour calculer la bonne taille d'échantillon. Ou bien aussi, une autre solution, c'est prendre une estimation de l'écart type. Ça, c'est une règle statistique aussi assez connue. C'est que l'écart type est généralement, c'est l'étendue de la variable sur 6. Donc, dans le cours, il y a une petite erreur. Vous trouvez que c'est sur sigma. Non, c'est 6. Donc, c'est l'étendue sur 6, sur le chiffre 6. L'étendue de la variable, c'est quoi? C'est x max moins x min sur 6. C'est-à-dire, pour avoir une estimation de l'écart type, comme estimation de l'écart type de la population, si vous connaissez la plus grande valeur pour cette variable dans la population et la plus faible valeur, vous mettez sur 6, ça c'est une bonne estimation de l'écart type. Par exemple, on cherche la consommation moyenne en dirhams par exemple,
Si on connaît que dans cette population, la plus grande consommation possible, par exemple, c'est 10 000 dirhams, on ne peut pas la dépasser, et la moindre, la minimale possible, c'est par exemple 500 dirhams, donc vous faites 10 000 moins 500 sur 6, vous allez trouver une estimation de votre écart type. Et voilà, et vous calculez les tailles par la suite. On passe maintenant à l'exemple. Alors, donc l'exemple, il dit que nous avons une machine qui fabrique des disques pleins en grande quantité. Nous avons une grande production, des centaines ou bien même des milliers de disques pleins qui sont produits par cette machine. Alors, soit X, la variable aléatoire qui à chaque disque tiré au hasard associe son diamètre en millimètres, avec espérance de X, c'est petit m, c'est 10 millimètres, et l'écart type, sigma, c'est 1 millimètre. Soit aussi, donc, X bar, la variable aléatoire qui, à chaque échantillon tiré, associe la moyenne des diamètres des disques de cet échantillon. Donc, notre problème, c'est quoi? Quelle est la taille suffisante à prendre pour que la moyenne que nous allons observer au sein de l'échantillon, la moyenne des diamètres que nous allons observer sur l'échantillon, ne s'écarte pas trop de la moyenne des diamètres au sein de la population de plus de 0,25 mm. C'est-à-dire qu'il reste dans les limites de 0,25 mm dans les deux sens, positif et négatif, et cela avec une probabilité, avec une confiance au moins égale à 95% ou bien égale à 0,95. Donc, nous avons une population de disques et ce qu'on étudie, c'est le diamètre les diamètres de ces disques. Donc, en général, les disques, la question est-ce que les disques, est-ce qu'ils ont tous le même diamètre? La réponse, non. Il y a parfois des différences. Comment on l'a su? On l'a su parce que la moyenne des diamètres, c'est 10 mm et l'écart type est différent de 0. C'est 1 mm, c'est-à-dire il y a quelques différences. Si l'écart type est égal à 0, il n'y aura aucune différence dans les diamètres de cette population de disques. Mais puisque l'écart type est différent de 0, ça veut dire qu'il y a une faible différence en termes de diamètre. C'est-à-dire vous pouvez trouver un disque avec un diamètre de 10 mm, un autre la même chose, mais le troisième c'est 10,05 mm, un autre 10,15 mm, etc. Donc parfois il y a des différences, mais on sait aussi que ces différences sont faibles. Alors, au niveau de l'échantillon, donc on veut prendre un échantillon suffisant tel que la moyenne que nous allons calculer des diamètres dans cet échantillon ne s'écarte pas de la moyenne de la population petit m de plus de 0,25 mm, c'est-à-dire cet écart reste dans les limites de 0,25 mm dans les deux sens, positif et négatif, et cela avec une probabilité, avec un niveau de confiance d'au moins 95%, donc égal à 0,95. Donc, le problème mathématiquement, comment il s'écrit? On veut calculer la taille d'échantillon nécessaire
pour que la probabilité que la moyenne, donc x bar que nous allons calculer sur cet échantillon, la moyenne des diamètres, moins petit m, donc la probabilité que l'écart entre la moyenne de l'échantillon x bar et m, la moyenne de la population, soit dans les limites de 0,25 et au moins égal à 0,95. Là aussi, donc, on n'a pas d'indication sur la loi de la variable étudiée qui est le diamètre du disque. On a une indication que c'est une variable aléatoire, qu'elle a une moyenne de 10 mm, un écart type de 1 mm. Donc, on utilise l'inégalité Migname-Tibet. Qu'est-ce qu'il dit l'inégalité? La probabilité que x bar moins m en valeur absolue inférieure ou égale à 0,25, c'est au moins 1 moins variance de x bar sur 0,25 au carré. Bien sûr, on sait que x bar, déjà dit, même dans l'énoncé de l'exercice, que c'est une variable aléatoire. On a déjà démontré que la moyenne, de façon, donc théoriquement, d'une façon générale, la moyenne de x bar, c'est petit m, et sa variance, c'est sigma carré sur n, bien sûr dans le cas de tirage avec remise. Alors, donc qu'est-ce que découle de ces deux équations? Si on applique l'inégalité Migname-Tibet, on va trouver que variance de x bar sur t au carré, c'est-à-dire 0,25 au carré, c'est alpha. Et alpha, elle est égale à 0,05, on le sait déjà. Comment on l'a su? Comme je l'ai dit dans l'autre diapo, puisque le niveau de confiance souhaité, c'est 0,95, donc le niveau de risque, c'est 1 moins 0,95, ce qui donne un niveau de risque alpha de 0,05. Et bien sûr, t, c'est 0,25. Donc, dans le cas d'un tirage avec remise, la variance de x bar, c'est sigma carré sur n, et la taille de l'échantillon à prendre, c'est n égale sigma carré sur alpha t au carré. Nous avons une indication pour ce qui est de la variance, ou de l'écart type sigma, c'est 1, dans la population. Donc là, il y a une indication. Donc on la prend, on l'utilise, et on fait 1 au carré sur alpha 0,05 fois t au carré, donc fois 0,25 au carré, ce qui donne 320 disques, exactement. Donc 320 disques, c'est exactement la taille d'échantillon nécessaire pour que nous obtenons, pour que nous soyons sûrs à 95% que la moyenne calculée, la moyenne de diamètre calculée dans cet échantillon ne va pas s'écarter trop de la vraie moyenne dans la population que dans les limites de 0,25 mm. Et 0,25 mm, ce n'est pas une grande différence, c'est une faible différence. C'est-à-dire que 320 disques, et c'est une bonne taille, suffisante, pour ne pas avoir une grande différence entre l'échantillon et la population. Si on passe maintenant au tirage sans remise, la différence, comme nous l'avons déjà dit, c'est au niveau de la variance de x bar. Donc, comme vous voyez, il est multiplié cette fois-ci par le facteur d'exhaustivité. Et la taille d'échantillon à prendre, c'est n égale à sigma carré fois n sur donc sigma carré plus alpha t carré fois n moins 1. Le calcul, il vous donne 310,10. Donc, on va prendre un chiffre de plus, donc
311 disques. Parce que si on prend 310 disques seulement, on ne va pas avoir un niveau de confiance de 95%. On va avoir quelque chose de très proche, 94% à peu près. Mais notre problème, pour notre problème, c'est au moins 95%, nous devons le respecter. Donc, on va prendre 311 disques. Donc, dans l'énoncé de l'exercice, il n'y a pas d'indication sur la taille de la population. Ce que j'ai fait là, c'est que j'ai supposé que cette taille est par exemple de 10 000 lampes. Ah, c'est plutôt. Donc, je vais rectifier cette erreur. Ce n'est pas lampe, c'est disque. D'accord? Je vais les rectifier par la suite. Donc, en général, si vous n'avez pas d'indication sur le mode de tirage, vous prenez un tirage avec remise. Et généralement, si on vous demande de calculer la taille dans le cas d'un tirage sans remise, nous devons vous donner la taille de la population. Voilà. Et par la suite, donc, ça va être la séance 3, bien à vous.